Merci à tous d'être présents ce soir, très nombreux. Aujourd'hui, nous allons exporter les lignes exportables ensemble et on va s'aider pour ça des data streams. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Benjamin, je suis développeur à Northsys. Ça fait 2 ans que je travaille ici et principalement sur des sujets de flux et de flux d'export. Et c'est ce qui motive le talk de ce soir. On va prendre un cas d'usage simple. Vous avez votre application qui exploite une base de données. Et vous dites, bah, tiens, ce serait bien que ces données elles restent pas au sein de mon application. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir les exporter vers un client. Et bah, donc, vous mettez une petite requête HTTP, nickel, vous avez une petite donnée à exporter, classique. Ça fonctionne bien. Les problèmes commencent quand on va commencer à augmenter cette donnée. Généralement, les requêtes HTTP, elles sont limitées en taille. Et donc, au bout d'un moment, elles vont vous dire, bon, bah là, c'est trop gros, c'est pas possible. Et c'est exactement le souci qu'on a eu qui a généré l'impulsion pour ce talk. Et je vous propose d'explorer ce cas ensemble. D'abord, on va essayer de comprendre les problématiques inhérentes à ce genre de soucis. On va explorer les solutions qui existent pour y répondre. Et au travers de ces solutions, on va en voir une qui se dégage et on va essayer de comprendre comment elle fonctionne. Et, puisque nous sommes des scientifiques, nous allons prouver ce que nous disons au travers d'une petite démonstration qui, j'en suis sûr, va bien se dérouler. Commençons par analyser le problème. Il se trouve que quand je suis arrivé à Nancy, j'ai travaillé sur une application de ce type où on voulait exporter des données d'inventaire en gros volume à des utilisateurs. Comme je disais, par HTTP, ça passe pas. Donc, ce qu'ils étaient obligés de faire, c'est de se connecter sur leur web app, de demander l'export, qui allait être généré depuis la base de données au travers de l'application déposée sur un SFTP. Le signal revenait sur l'application pour signifier à l'utilisateur qu'il fallait aller chercher le fichier sur le SFTP. Donc, il devait démarrer son client FileZilla, aller se connecter sur le SFTP, récupérer le fichier en question. Et enfin, le parcours du combattant était terminé. Bon, bah ça, clairement, ça crée un peu de frustration et des problématiques d'ensemble. La première d'entre elles, c'est que bah, on a des fichiers extrêmement gros pour de l'inventaire. On transporte des fichiers de 3 gigaoctets de données. Et ça oblige les utilisateurs à faire du shadow IT. On a pu constater sur nos cas d'usage qu'un utilisateur qui se connecte sur un FTP, qui ne maîtrise pas forcément le protocole et qui commence à toucher un peu à tout, et forcément bah, il y a des problématiques de droit et tout ça, bah, ça affiche un peu le bazar dans l'application. Et donc nous, notre but, c'était de refaire passer ça par son interface habituelle, où il se connecte sur sa web app, il a un petit bouton, il remplit son formulaire et il reçoit son fichier. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? On vient de le voir, la première problématique, c'est la taille de la donnée. La taille de la donnée, ça implique forcément une problématique de mise en mémoire. Puisque comme vous le savez, quand on veut faire un transfert, on va précharger la donnée pour calculer la taille, pour annoncer à son interlocuteur, voilà, je t'envoie autant de données. Et cette mise en mémoire, elle a un coût parce que ça se met dans la RAM de votre application. Cette RAM qui est consommée, elle n'est pas disponible pour faire autre chose. Et donc ça vous oblige à des fois surdimensionner vos machines pour pouvoir gérer ce genre de cas. Il y a aussi une problématique de latence. Votre utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter, il va devoir attendre que ça calcule, que les données soient préchargées. On est dans une époque où on veut tout en instantané, ça crée de la frustration. Et donc l'expérience utilisateur est amoindrie. Et en plus, votre utilisateur, si pour peu qu'il ne comprenne pas bien ce qui se passe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recliquer sur le téléchargement pour vérifier que ça fonctionne bien. Peut-être 2, 3 fois, histoire qu'on en charge bien plus à la fois. Et enfin, il y a une dernière problématique qui était spécifique à notre application et en discutant, c'est assez partagé, c'est qu'on est tous réglés à peu près pareil. On va faire nos fiches d'impôt en même temps, on va faire nos exports de données au même moment de la journée, généralement le vendredi soir vers 17h pour être sûr d'avoir bien rempli notre compte rendu de la semaine. Et donc il va falloir pouvoir gérer un afflux de demandes. Bon, maintenant qu'on a nos problématiques, qu'est-ce qui peut nous aider à résoudre ça? Essayons de simplifier un peu le problème. Nous, ce qu'on voudrait simplement, c'est qu'on ait notre base de données, notre application disponible sur un serveur, notre utilisateur se connecte, il remplit son formulaire, il a son CSV. Ok, très bien. Bah, ça, c'est des problématiques qu'on a l'habitude de pratiquer. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir pour télécharger? On a vu déjà, il y a le FTP, ça, on l'a bien vu. C'est quelque chose qui est sympa parce que c'est une norme qui est bien connue, elle date des années 70. On la maîtrise, nous, techniciens en tout cas, les utilisateurs un peu moins. Mais est-ce qu'elle répond à nos problématiques? On a vu que non, parce que oui, elle sait gérer des gros volumes de données,
Oui, il y a des temps d'attente qui ne sont pas forcément très élevés pour le FTP, mais en même temps, il y a des mises en mémoire, ça, c'est inhérent à ce genre de transfert. Il va falloir calculer combien de données je vais envoyer, c'est dans le protocole. L'utilisateur, il comprend pas bien ça, donc l'expérience utilisateur n'est pas folle. Et en plus de ça, quand vous mettez un afflux de connexion sur un FTP, généralement, il commence un peu à criser. En disant, attends, moi, j'ai pas non plus des ressources limitées. Une deuxième solution, c'est de se mettre en peer-to-peer. Peer-to-peer, qu'est-ce que c'est? C'est des ordinateurs qui sont à la fois consommateurs, détenteurs de la donnée, c'est-à-dire une fois que je l'ai, elle est à disposition pour les autres. Donc il y a un fichier qui transite avec tous les détenteurs de la donnée et je vais pouvoir me connecter à eux. Ça m'aide parce que je vais pouvoir gérer des gros volumes de données, des temps d'attente qui sont raisonnables. Je vais pouvoir gérer de la congestion parce que si mon interlocuteur qui était Unix ou un FTP, maintenant il y a plusieurs interlocuteurs, je vais pouvoir switcher de l'un à l'autre pour télécharger ce que j'ai à télécharger. Pardon. La mise en mémoire, on est toujours sur un cas où il va falloir calculer ce que j'envoie, et donc ça, c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Et en plus, il va falloir un client aussi spécifique pour pouvoir télécharger et comprendre ce que c'est qu'un fichier, pourquoi il faut le mettre là et pas là. Une bonne évolution de ça, ça a été le torrent. Et si vous avez connu ça, c'est aussi des fichiers qui viennent du coup recenser les fractions d'un fichier. Donc on va résoudre des problématiques autour de la mise en mémoire parce que le fichier n'est plus, on ne doit plus le charger uniquement dans son entièreté sur un endroit, mais il va être distribué sur plusieurs postes. Et je viens chercher des fragments de données. Et si vous êtes un peu vieux comme moi et que vous avez connu Emule, vous savez qu'il y a une problématique autour de la disposition de ces données, parce que vous aviez cette grande barre verte et cette petite barre rouge au milieu qui vous bloquait pendant une semaine, le temps que le détenteur de cette fraction reconnecte son ordinateur sur le réseau et vous puissiez enfin télécharger cette donnée. Et enfin, c'est une technologie qu'on oublie régulièrement quand on parle de téléchargement, mais il y a le streaming. On la pratique très régulièrement autour de YouTube, Netflix, etc. Mais parce qu'on lit des vidéos et on a tendance à oublier que derrière, la vidéo, si on la lit sur notre appareil, c'est qu'elle a été téléchargée. C'est juste que nous ce qu'on fait, c'est on la garde pas, on n'a pas intérêt, on l'a déjà vu. Mais qu'est-ce qui se passerait si jamais on l'a conservée sur place? Le streaming, en fait, ça répond à la plupart de nos problématiques parce que on peut gérer des gros volumes de données, des volumes vidéo, de vidéos de haute qualité. La mise en mémoire est amoindrie puisqu'on donne la donnée dès qu'elle est disponible, donc on n'a pas à annoncer à notre utilisateur qu'il va devoir recevoir autant de données. Dès que l'utilisateur commence à recevoir des données, elles sont exploitables, donc on n'a pas le problème de latence. L'utilisateur, il a ce qu'il veut tout de suite. Et en plus de ça, c'est capable de switcher plusieurs utilisateurs en même temps et donc de gérer des problèmes de congestion. Ok, cool. Comment ça fonctionne? Donc le streaming, ça semble être l'approche qui convient à notre problème. Mais avant de plonger dans le streaming, on va essayer de recomprendre comment ça fonctionne une application web. Quand vous faites une demande HTTP, le modèle classique qu'on utilise, c'est un modèle qu'on appelle thread per request. Vous avez votre serveur qui va disposer d'un nombre fini de threads, et ces threads, c'est comme des travailleurs, ils vont être disponibles dans un nombre limité. Votre utilisateur, il va se connecter, il va faire une demande. Un thread va dire, OK, moi je prends cette demande, et il va la traiter de bout en bout. Donc il va gérer les appels, faire le traitement, faire l'appel de base de données, attendre le retour, etc. Et il va répondre à l'utilisateur. Pendant qu'il est occupé, un deuxième utilisateur peut se connecter, et ainsi de suite, jusqu'à ce que il y a le nombre d'utilisateurs thread plus 1, et celui-là, il n'y a pas de thread pour s'occuper de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend. S'il attend trop longtemps, la connexion est rompue, on va le rejeter. On se dit, c'est bien, du coup, il suffirait en fait que j'ai mon pool de thread, je le grossis, ça résout mes problèmes. C'est vrai qu'en quelque part, vous pouvez essayer de monter en charge votre application. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il y a deux solutions. La première, c'est est-ce qu'on augmente le nombre de serveurs? C'est une bonne idée. Ça complexifie un peu l'application, puis surtout, ça fait rentrer des problèmes de distribution de l'application. Ça veut dire que vous allez devoir gérer des problèmes de cache distribué, vous allez devoir aussi augmenter vos coûts de maintenance, de monitoring, etc. Donc, ça a aussi un coût derrière. La deuxième solution, c'est de se dire, si je ne veux pas distribuer mon application, je prends mon application, je mets un PC plus gros, je mets mon application dessus, et on voit ce que ça donne. Du coup, on augmente le nombre de threads. C'est aussi une bonne idée, parce qu'en fait, ça fait la même chose, ça augmente le nombre de connexions entrantes, mais il y a des problématiques inhérentes à ça, c'est que votre ordinateur, il a un nombre de cœurs fini aussi, et qu'il va devoir passer la parole entre les threads. C'est ce qu'on appelle un context switch. En fait, ça fait quoi? Ça dit, je vais sauvegarder la zone mémoire du thread dans mon ordinateur, je vais reprendre celle du thread à qui je veux donner la parole et je vais la recharger. Et ça a un coût mémoire et ça a des latences inhérentes à ce genre de manipulation. Et c'est pas linéaire le problème. C'est que plus vous avez de threads, plus le coût va être important. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des zones de contention dans les applications. Il y a un moment, les threads, ils vont devoir se passer la main parce qu'il y a des zones synchronisées, il y a des accès en écriture, etc. Et ça, va falloir le gérer.
Si je reprends le thread per request, en fait, quand vous avez un thread qui va prendre en compte une demande HTTP, il va faire son traitement, il va faire une demande par exemple à une BDD ou à un autre service, il va attendre la réponse, il va récupérer cette demande, il va refaire un peu de traitement, refaire une demande ailleurs, attendre, etc. Et là, je vous connais, vous dites, il y a des petites zones là. Elles sont bien ces petites zones, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire quelque chose avec? Bah oui, et c'est l'approche non bloquante de la programmation qui va essayer de nous aider dans tout ça. Pour expliquer ça simplement, généralement, j'aime bien comparer les deux à l'aide d'une pizzeria. L'approche passive, c'est une pizzeria du quartier. Vous allez avec votre voiture, vous garez, vous entrez dans la pizzeria, vous demandez votre margarita. Puis quand vous avez fait la route, vous attendez là parce que de toute façon, le temps que vous rentriez chez vous, elle sera déjà cuite et il faudra revenir. Donc bah, vous attendez, comme le thread, que votre pizza soit cuite. Et la programmation active à travers l'aspect non bloquant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va plus ressembler à une pizzeria industrielle. Vous commandez votre pizza, on vous dit ok tiens, voilà le beeper, va faire autre chose, fais des courses, t'inquiète, on t'appelle. Le beeper sonne, vous allez chercher votre pizza, vous avez le temps de faire autre chose et vous n'avez pas été bloqué par cette attente de pizza. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'application. Votre thread, dans un modèle non bloquant, il va demander une tâche, on va lui donner un callback, il va faire autre chose en attendant, quand le callback s'active, il revient sur la tâche et il continue son travail. Et du coup, vous avez essayé d'optimiser son temps de traitement. Qu'est-ce que ça donne, notre modèle de tout à l'heure, mais en non bloquant? Eh bien, vous avez des utilisateurs qui vont se connecter sur votre application, qui vont avoir un point d'entrée avec un thread qui sera dédié à la répartition de la charge, et il va donner la charge aux threads qui vont pouvoir faire des bouts de tâches. Et quand ils seront bloqués, et quand ils arrivent sur des zones un peu bloquantes avec d'autres interacteurs, ils vont prendre un callback, ils vont faire autre chose en attendant d'être appelés. Et ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que simplement, ça permet une bonne montée en charge, parce que les threads peuvent accepter plus qu'un utilisateur par thread. On peut faire plusieurs choses. Également, ça apporte de la robustesse. Si vous avez un interacteur qui ne répond pas tout de suite, votre thread n'est pas bloqué en train d'attendre une réponse qui n'arrivera jamais. Il peut faire autre chose. Et en plus, vous allez pouvoir optimiser la puissance de calcul. Et un aspect qu'on oublie régulièrement, c'est que ça va dans le sens de la tech hardware. Quand vous faites un run d'application sur un serveur, le serveur il dispose de processeurs. Les processeurs, il y a des cœurs dedans, et les cœurs, ils ont atteint une certaine limite où ils ne peuvent plus descendre en taille. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On aligne des cœurs dans les processeurs et on en met de plus en plus. Et la programmation avec des threads et ce qu'on appelle la parallélisation, ça va exactement dans ce sens-là. Ça permet d'optimiser les performances des cœurs et donc de gagner en puissance. N'oubliez pas que votre programme, s'il peut être écrit ou mal écrit, et les performances sont vraiment pas négligeables entre les deux versions. Bon, c'est bien tout ça, mais moi je vous ai promis de parler de streaming ce soir. Ça ne nous avance pas des masses. Si, j'y viens, parce qu'en fait le streaming c'est très largement appuyé sur ce principe de non bloquant. J'ai fait pas mal de théories, maintenant, pour vous expliquer le streaming, on va parler un peu bouffe. Je vais me servir de pancakes. Nous sommes dimanche matin, nous avons Mathilde et Thomas qui veulent faire des pancakes. Comme c'est des gens très prévoyants, ils ont prévu un énorme bol de pâte à pancakes. Et ils regardent la recette, un pancake c'est très simple. On prend de la pâte qui est déjà faite, on prend une poêle, on verse de la pâte, on cuit une face, deux faces, et ensuite on sert, on le mange. Thomas, il a toujours été un industriel dans l'âme, et il dit tiens, on n'a qu'à faire une chaîne de production. De toute façon, j'ai plusieurs feux, plusieurs poêles, donc je prends mon bol de pâte, je prends une poêle qui va faire la phase 1, une poêle qui va faire la phase 2, et comme ça, je switch, et il y a une espèce de chaîne de production qui se met en route, et comme ça, je peux distribuer du pancake en continu. Et ça, c'est un stream. Si je formalise un petit peu, le bol de pâte, c'est un publisher. Le process de fabrication, c'est un processeur. Et enfin, celui qui va manger, c'est le subscriber. Ce pattern-là, il est partagé entre toutes les implémentations des librairies qui implémentent le data stream et les reactive stream au travers de ce pattern. Publisher, processeur, subscriber. Pour continuer cette présentation, je vais m'indexer sur Aka, qui est une librairie qui est un peu majoritaire dans le domaine, en tout cas des data streaming et notamment des reactive stream. Elle utilise les termes de source, flow, sync, et on va continuer là-dessus. Si je reprends mon schéma de tout à l'heure, donc j'ai ma source, j'ai mon flow, mon sync avec la production. Bon, ça, normalement, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si jamais j'ai mon consommateur qui commence à plus consommer, justement? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, simplement, on va commencer à bufferiser les éléments, on va les mettre en mémoire, ça augmente, et pouf, oh là là, les buffers qui se remplissent, normalement, on se crispe, on fait, c'est difficile. Heureusement, les implémentations des streamings ne sont pas si idiotes que ça, elles mettent en place ce qu'on appelle une back pressure.
Une back pressure, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un consommateur à signifier à celui qui lui envoie la donnée, dire moi je suis plein, ralenti, ça sert à rien de m'envoyer de toute façon, je ne peux pas accepter. Cette back pressure, elle est partagée sur l'ensemble du stream, ce qui permet en fait de fluidifier le contenu. Si le dernier élément de la chaîne n'est pas capable de recevoir, il va le signifier à l'élément précédent, qui le signifiera à l'élément encore avant, et ainsi de suite, jusqu'à remonter à la source, et ça va ralentir le thread et non pas l'arrêter, pour qu'il puisse juste simplement ralentir le traitement. Cette back pressure, elle est vraiment géniale parce qu'en fait, elle est aussi partagée sur des sources différentes. Si je connecte deux sources sur un flow, et qu'il est envoyé dans un sync, le sync est capable de signifier au flow qui va répercuter l'information sur les deux sources pour que ça se calme. Ça ne sert à rien d'envoyer tant que c'est pas disponible. Et voilà, nous avons notre superbe stream de pancake prêt. Bon, Mathilde, elle n'est pas en reste. Elle dit bon, c'est très bien tout ça. Bon, ok, on fait des poêles, mais bon, c'est un peu galère. Et puis on a plus de poêles, on a plus de feu. Pourquoi on se contenterait de faire que de poêles? Ce qu'on n'a qu'à faire, c'est qu'on met plusieurs poêles sur plusieurs feux, on produit en même temps. En plus, c'est logique, parce que quand on diffuse la pâte, on ne met pas toujours la même quantité de pâte partout, donc le traitement n'est pas identique dans chaque poêle. Donc, on n'a qu'à mettre des poêles comme ça, puis on gère. Quand il y en a une qui est prête, on la sert, etc., etc. C'est génial. Et ben Mathilde, elle vient de réinventer ce qu'on appelle un graphe. Un graphe, c'est basé sur le principe initial. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va dupliquer la tâche d'exécution et on va utiliser des opérateurs qu'on appelle fan-out et fan-in qui permettent de diviser un flux d'entrée et de rassembler un flux en une sortie. Ces opérateurs-là, ils sont tous indexés sur la back pressure qui permet de diffuser l'information du consommateur vers la source. Et comme ça, on retrouve notre stream parfaitement adapté. Les graphes, c'est vachement sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, les graphes, il y a toute une librairie plusieurs librairies qui sont dédiées à ça. Et surtout, ça vous permet de créer des composants réutilisables. C'est une syntaxe graphique, on va le voir juste après, et ça vous permet de combiner vos graphes. Ce qui vous met en une espèce de position de manager de ligne de production / plomberie. Ça vous aide un peu à visualiser, ok, ça faisait ça, donc je peux le combiner, et je peux le combiner à ça, si je les relie ensemble, ça va marcher. C'est parti pour le moment difficile. Ceci est un graphe. Et c'est du Scala en plus. Ouh, difficile. Vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Voyons ça ensemble. Si je prends la partie haute de cette déclaration, qu'est-ce qu'on a? En fait, ici, on a simplement la déclaration que c'est un graphe. On vient définir tous nos éléments de graphe ici. Je définis mon input, mon output, mes box qui vont faire les transformations qu'on retrouve ici. J'ai ici mes opérateurs fan-in, fan-out, un broadcast qui va simplement diffuser l'information dans des canaux, un zip qui va prendre deux canaux et les rassembler, et j'ai tout déclaré, mes éléments. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? La partie du bas, c'est la partie sympa. Parce qu'en fait, on dit mon input, la flèche dans le broadcast. Le broadcast, j'ai deux sorties que je vais utiliser, je les mets dans mes opérateurs. Ensuite, je les fais rentrer dans les zips. Et ensuite, la sortie du zip, je le mets dans le out, dans le add et dans l'output. Et hop, terminé. Voilà. Pastoche. Et bien ça, c'est la déclaration d'un graphe. Et c'est ça que j'essaie de vous transmettre en parlant de syntaxe graphique, c'est qu'en fait, quand on lit un tout petit peu ça, on passe 5 minutes dessus, on fait, en fait, c'est évident. Je peux lire n'importe quel graphe, finger in the pif. Et ça, c'est la version en Java. D'accord. En fait, on voit que c'est sensiblement identique. Il n'y a pas un super avantage d'utiliser du Scala, qui est un langage absolument magnifique, par rapport au Java, qui sera un langage caca. En fait, les deux sont très compacts et permettent de comprendre facilement ce qu'on est en train de déclarer. Bon, est-ce que c'est pas possible quand même de concilier les deux? Parce que des fois, on a des cas d'usage un peu simples ou juste faire une opération basique d'addition, c'est pas suffisant. Par exemple, on pourrait dire, Thomas dit, ouais, mais c'est cool, c'est histoire de plusieurs poêles, mais en même temps, moi, mon idée n'était pas si mal parce que comme ça, on peut gagner un peu en vitesse, etc. Et du coup, on a toujours des cas un peu bizarres comme ça à faire. Et heureusement pour nous, les librairies sont encore une fois là pour nous aider. Grâce à la GraphStage API, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle vous permet de prendre des composants qui existent, que vous comprenez, et dire, ok, ce composant-là, tu peux le prendre, le modifier un peu comme tu veux, et en plus de ça, tu vas pouvoir en faire des librairies toi-même. Il y a plein de patterns disponibles. Nous, on a eu un cas d'usage un peu spécifique, par exemple, où on voulait des flux d'entrée, où ça envoyait des fichiers, on voulait prendre que les plus récents des deux. Mais il y avait un flux qui produisait très vite et l'autre très lentement. Et du coup, on arrive à avoir des flux, on a réussi à reprendre un zip, venir modifier un peu le comportement, juste pour qu'il y ait une mémoire unique qui attend les deux fichiers à envoyer. Et tout ça, c'est très agréable parce qu'en fait, les librairies de streaming sont pensées pour vous faciliter la vie dans ces cas d'usage. Bon, très bien, Benjamin, très bien, très bien. Ok, on a compris. Ça, c'est le serveur. Mais côté client, qu'est-ce que ça donne? Côté client,
on va envoyer ça par HTTP. Le data streaming, ça se fait par HTTP aussi. Et oui, ben, très bien, par HTTP, ok, mais on a toujours 3 gigas envoyés. On a dit tout à l'heure, les problématiques d'HTTP n'ont pas changé. Il y a du timeout et des tailles limites. Bon, bah, sur quoi on se base pour faire ça? Si on visualise notre flux de données, c'est une espèce de flèche où on va envoyer les éléments les uns après les autres. Et on va s'appuyer sur le protocole Chunked Encoding d'HTTP qui va permettre de faire des paquets en délimitant soit en taille, soit en utilisant des caractères de délimitation nos paquets. Et ça, vos ingénieurs infrastructure, ils vont adorer. Pourquoi? Parce que comme vous envoyez plus la sauce d'un coup en disant je suis premier arrivé, premier servi, et ben ça leur permet de balancer les demandes dans le réseau et de pouvoir essayer de gérer un peu les congestions quand il y a un peu de difficulté de faire passer un paquet, puis l'autre, puis satisfaire un peu tout le monde. Donc si je résume, on a notre application qui run sur son serveur, elle est capable d'envoyer jusqu'à notre client, et ça, c'est le data streaming et le streaming HTTP. Et quand on a ça, le timeout, c'est fini. Et vous ne croyez pas? Eh ben on va voir ça ensemble. Ah oh, mais on a oublié quelque chose. Notre back pressure dans tout ça, l'HTTP n'est pas capable de la gérer. Quel dommage. Eh bien, détrompez-vous, parce qu'HTTP, c'est génial. C'est basé sur le protocole TCP. Et si on se rappelle le protocole TCP, qu'est-ce que c'est? C'est une synchronisation qui va envoyer un acknowledgement, plus une synchronisation, et un acknowledgement. Et si on se rappelle, en fait, notre back pressure, c'est ça. C'est dire, ok, j'ai reçu la donnée, continue à envoyer. Si je te dis pas que je l'ai reçu, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu dois arrêter. Et en fait, c'est nativement pris par HTTP. Ce qui permet, en fait, d'avoir notre back pressure qui est déjà géré par le protocole HTTP, renvoyé sur le serveur et qui est diffusé à travers toute l'application. Et ainsi, de bout en bout, client jusqu'à la base de données, vous êtes capable de streamer. Yes, le streaming HTTP, comme promis, pas de shadow IT, pas de limite de volume. Et en plus de ça, c'est exploitable dès le premier octet. Si ça se coupe, vous pouvez exploiter votre fichier. Bon, la première partie du fichier, puisqu'il manque le reste. Et vous me croyez, je vous vois encore dubitatif. Je le vois dans vos yeux. Et nous allons prouver ça ensemble. Je me suis donné pour vous, j'ai créé une application qui va vous permettre d'exporter des CSV. Et comme c'était pour un cadre professionnel, c'est des données d'inventaire, j'ai pas fait très original. Et j'ai décliné ça en 4 versions. On va avoir une version en Spring Boot classique, thread per request. On va avoir une Spring Reactor, aka HTTP, et Node.js. On va pouvoir voir ça à travers une application Angular qui va nous permettre de faire les mesures et d'exporter des CSV. Et c'est le moment tant attendu de la démo. Oui, parce que j'ai un PC qui... Ok, on est ensemble. Je vous montre l'application en question. On a fait quelque chose de simple. Vous voyez bien là, oui. Ici, on va pouvoir activer les flux, donc je vais me permettre d'activer directement l'ensemble des flux de téléchargement. Et on va pouvoir lancer des mesures. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va demander à mes 4 bacs en même temps, qui sont déployés ici sur l'infrastructure, de contacter ma base de données et de télécharger les données pour que je puisse en bénéficier. Alors, lançons la mesure et regardons ce qui se passe. Je vais peut-être diminuer un peu le temps de latence, on va attendre. Ok, il commence à y avoir des arrivées. Donc là, on a les temps de téléchargement. J'ai volontairement ralenti les flux de données avec un traitement lent pour simuler un traitement un peu difficile dans l'application. On voit que en fait, c'est touche-touche les résultats. Donc au final, on voit que le Spring classique, là, 6 secondes 11, c'est meilleur que Reactor ou que Node.js. Mais moi, je ne vous ai pas promis de la performance. Je vous ai promis de l'accessibilité. Et regardons un peu ensemble ce qui se passe. Relançons une mesure. On va voir mon réseau. Alors, je vais essayer de vous l'agrandir aussi. Normalement, vous devriez pouvoir le voir un peu mieux. Ok, ça commence à arriver. Ici, on a remarqué en direct, là, on sait que celui-là, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Celui-là, c'est le classique. Si on regarde un peu ce qui s'est passé niveau réseau, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a passé énormément de temps à attendre. On a passé quasiment tout notre temps à attendre la réponse. Et au final, c'est ça qui crée les timeouts. C'est quand vous n'avez pas de réponse de votre serveur. Si on regarde au contraire,
un flux streamé, qu'est-ce que ça donne? En fait, vous avez la réponse directe qui vous dit OK, je te donne les données. Et je commence à envoyer. Et au fur et à mesure que vous recevez les données, vous êtes maintenu en connexion avec votre serveur qui vous envoie des données en permanence, ce qui agit comme un keep live de la liaison. Et en plus de ça, vous pouvez commencer à exploiter les données si vous êtes capable de les recevoir de votre côté. C'est pas génial? C'est génial. Je vais quand même vous montrer un peu de code, même si je sais que ça se passe pas forcément bien en présentation. On va quand même regarder ensemble. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. C'est du Spring qui vous met un appel HTTP classique en modèle thread per request, qui va contacter sa base de données, qui va envoyer ça directement dans la réponse. Donc c'est long. Et généralement, ce qu'on dit, ouais, les streams, c'est des usines à gaz, de toute façon, on comprend rien à ce qui est marqué. Ah ah. Et bien, regardons ça ensemble. Ça, c'est exactement la même chose en stream. C'est pas beau? 3 lignes. 3 lignes pour faire la même chose. En fait, ce que ça fait, ça vous dit la même chose. C'est dit, voilà, je vais faire mon find all. Je vais, ici où on reconnaît le delay element, qui est la fameuse tâche difficile à faire. Il va mapper ça en CSV et il envoie directement dans le flux de sortie. C'est pas cool ça? Moi, je trouve ça vachement cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est que je vais pouvoir formaliser un petit peu ce que je vous ai montré parce que je vous ai fait des petites mesures. Ok. Alors, je vais sortir de mon truc ici. Hop. Bon, vous voyez bien mon écran. Nickel. J'ai bien réussi ma régie. Hop. Allons-y. On regarde quelques résultats ensemble. Si on regarde ce graphe, qu'est-ce que ça représente? Ça représente des temps de réponse par rapport au timing que j'ai donné pour délayer les éléments, pour les rendre plus lents à arriver. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on n'a pas de gain de performance à utiliser le streaming. Attention, j'ai été fair play, c'est que j'ai codé toutes les applications en mettant pas de parallélisation pour que ce soit le plus proche possible. Il faut savoir que les data streams sont très parallélisation friendly. C'est que ça, il y a beaucoup d'outils pour essayer d'accélérer les performances, mais ça sera l'objet d'un autre talk malheureusement ou heureusement, parce que je sais que vous reviendrez. Si on regarde du coup côté performance réseau, ou qu'est-ce que se passe du côté client, on a fait un petit tir Gatling pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Ça a été fait avec 20 000 requêtes en 30 secondes, sur des machines qui ont 2 cœurs, 4 Go de RAM, et c'était limité comme ça pour une certaine raison, c'est que nous, quand on a cette application dont je vous parle depuis le début, quand c'est notre environnement du AT, c'était exactement le sizing des machines pour faire ces extracts-là. Donc c'est quelque chose qui est ISO à ce qui se passe en production. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que dans les tableaux de données, celui du haut, dans le classique, il y a un petit élément qui devrait vous sauter aux yeux ici. C'est qu'on est limité à on a réussi à prendre environ 200 requests par seconde. 200 requests par seconde, c'est classique du 200 threads 200 threads, c'est le classique du pool Tomcat quand vous démarrez une application Spring par défaut. Ce qui était le cas ici. Et on voit que du coup, quand on a balancé trop de données, les threads ont juste fait bon bref, allez, on give up, on laisse ça de côté, et puis du coup il y a 25% des utilisateurs qui ont été sans réponse et qui n'ont pas eu leurs données. Si on regarde d'un côté streaming, même contrainte, on a démarré l'application, on a balancé, eux ils ont fait ouah, tranquille, on prend 300 requêtes par seconde, ça passe large. Et du coup on arrive à prendre l'entièreté du trafic, et en plus de ça, zéro perte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pools de threads d'un côté streaming sont amoindris par rapport à un Tomcat et on arrive à prendre plus de performance. Qu'est-ce que ça veut dire? On consomme moins d'électricité, éco-conception, nous voilà, et on est capable du coup de pouvoir downgrade un peu nos machines en analysant un peu mieux les performances. En conclusion, et j'étais super rapide. En conclusion, ce qu'il faut comme j'ai parlé, on n'a pas paralysé l'application de démonstration. Ce qu'on a, c'est qu'on a des vitesses similaires. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand on ne fait pas d'efforts sur les performances des streams, en fait, ils sont sensiblement identiques à ce qu'on peut trouver dans une application classique. Néanmoins, on a besoin de moins de stress sur le streaming, ce qui veut dire qu'on va consommer moins de ressources.
je veux quand même vous mettre quelques points d'attention. En fait, il se trouve que quand j'ai déployé cette application sur l'infrastructure de Narcisse, ici on utilise des ingresses pour pouvoir sortir de l'infrastructure et se mettre à disposition. Et il se trouve que ces petites choses-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent vos requêtes, elles font des petits paquets, et puis elles les laissent sortir quand ça leur chante pour essayer de réguler le réseau. Et bien ça, typiquement, c'est l'ennemi de ce qu'on essaye de faire, puisque nous, on essaie d'avoir la réponse la plus rapide possible auprès de l'utilisateur. Donc si vous implémentez du data streaming et que vous ne trouvez pas les performances que je suis en train de vous donner, il faut peut-être jeter un coup d'œil là-dessus. C'est sûrement le coupable derrière son rideau. Faut se faire, il y a un deuxième point d'attention, c'est qu'il faut se faire au paradigme. C'est un paradigme qui n'est pas forcément enfin, il y a un petit billet d'entrée pour y accéder. Il faut réussir à comprendre que le flux va fonctionner en chaîne et que les éléments s'enchaînent les uns après les autres. C'est plus proche du fonctionnel que réellement du paradigme objet dont on a l'habitude. Et également, si vous exposez d'énormes quantités de données sur Internet, puisque comme on a vu, c'est pas limité, vous pouvez vous exposer à un déni de service, puisque les librairies ne gèrent pas cette problématique pour vous, ça sera à vous de la prendre en compte. Mais tout n'est pas noir. Pour finir, on peut voir que les optimisations des ressources sont vraiment présentes. Ça scale très très bien puisque les threads peuvent prendre beaucoup plus de requêtes qui ne sont qu'une seule par thread simplement. Et si vous augmentez le nombre de threads, vous augmentez aussi plus que proportionnellement le nombre d'utilisateurs qui peuvent se connecter. On a vu également que l'aspect non bloquant nous apportait une robustesse aux erreurs, ou si un interacteur n'était pas disponible, on était capable de faire autre chose. Également, ça a une gestion des ressources efficace et surtout, ça vous offre les données dès l'utilisation. Et il y avait une objection longtemps dans le domaine, il y a eu une objection sur ce genre de truc. Je dis oui, alors ça c'est bien parce que vous faites du Mongo, vous avez du stream en Mongo, c'est bien, et nous en SQL on peut pas. Eh bien, malheur à vous, vous qui tenez ce discours, puisque maintenant dans l'écosystème Spring, c'est soutenu directement. Il y a des drivers qui vous permettent de faire du streaming depuis des bases de données de type relationnel. Je vous mets les petites références que j'ai utilisées ici. Alors, on a un bout du jug de Toulouse dont j'ai oublié la date. On a forcément de chez AK les documentations, de AK, Reactor, etc. Et comme je me sens dans un élan de générosité incroyable, je vous mets à disposition le projet pour que vous puissiez l'éprouver et faire vos tests vous-même. Merci de votre attention et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça marche? Ouais, merci. Ça marche. Bonsoir, merci. Du coup, sur les SGBD, enfin, les drivers SQL pour faire du réactive en SGBD, enfin, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait quelques limitations en fait. C'est un peu vieux. Sur le fait, par exemple, de pouvoir, enfin, tous n'étaient pas compatibles avec complètement full compatible avec Hibernate ou des frameworks d'ORM. Est-ce que du coup, ça fait quelques années que j'ai regardé ça, mais est-ce que du coup, tu sais s'il y a eu des progrès là-dessus ou maintenant c'est vraiment Bah, c'est bien que tu me dises ça, parce qu'il y a quelques années, top. c'est exactement le discours qui était tenu, disant ouais, c'est pas encore pris en compte, puis c'était soutenu surtout par quelqu'un d'autre que l'écosystème Spring de base. Et en fait, ils ont fait d'énormes progrès, et je pense que c'était il y a 1 an et demi, c'était vraiment pris en compte. Maintenant, c'est quasiment, tu peux le mettre comme un Spring Starter pour l'avoir. Donc, ça fait des progrès là-dessus. Malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de créer un 5e projet avec du streaming via une base de données relationnelle, mais si la demande est forte, je me dévouerai, promis. Eh bien, c'était parfaitement clair. Oui. J'ai une autre question sinon. Ouais. Du coup, est-ce que, alors pas par rapport au côté de streaming, mais par rapport à la partie que tu as expliquée sur le fait qu'en classique, c'est bloquant et donc les pertes de performance, est-ce que tu as essayé la solution des virtual threads pour évincer au moins le problème du bloquant? Alors ça ne donne pas
le streaming, le virtual thread, mais J'imagine que tu parles de la mise à jour avec Java 21 et la virtual thread, des trucs comme ça. ouais, les virtual, ouais, ceux qui sont arrivés. Bah, avec virtual quelqu'un. thread, ça aide pendant une mesure, mais les threads, ils sont mis virtuellement du coup dans la mémoire. Et puis forcément, au bout d'un moment, tu arrives au bout de mémoire. Et du coup, tu retombes sur les problèmes. Donc, ça va élargir. En fait, tu repousses un peu le problème. Et au bout d'un moment, tu retombes sur la même problématique. Le projet est en Java 21, du coup, si tu veux le tester toi-même, sans ton livre. Ok. Merci.